Quand on a mal au dos, qu'on a mal à la tête, on prend assez facilement, sans trop réfléchir, un anti-inflammatoire. On dit un ibuprofène ou du kétoprofène, diclofénac, des médicaments vendus sans ordonnance. Et pourtant, ce n'est pas anodin. Bonjour Vincent. Bonjour. Professeur Vincent Audard, vous êtes néphrologue à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et néphrologue du collège de PUMS. Alors en 2024, l'Agence de sécurité du médicament a interdit la publicité pour ibuprofène 400 comme un signal d'alerte que ça peut être dangereux. Tout à fait, ce n'est pas la première mesure. Déjà en 2020, il y avait une restriction sur l'utilisation de ces molécules et c'est quand même un message important. L'utilisation des anti-inflammatoires est tout à fait intéressante pour soulager certaines douleurs, mais leur utilisation à long terme n'est pas anodine et peut entraîner des effets secondaires, et notamment néphrologiques, rénaux, avec des effets délétères sur les reins et sur la fonction rénale. On va vous expliquer ce que ça peut faire à nos reins et comment utiliser ces médicaments en toute sécurité. Bonjour et bienvenue dans PUMS. Alors installez-vous Vincent, je suis très heureux de vous retrouver ici. Il faut avouer qu'on se connaît depuis quelques années. On a fait nos études ensemble. Tout à fait, oui, ça fait 25 ans, presque 30 ans. Donc on va se tutoyer. Voilà. Avec plaisir Boris, on va pas tutoyons-nous. Voilà. Pour comprendre ce que font ces médicaments aux reins, ce qu'ils peuvent faire, on va rappeler rapidement quelles sont les fonctions du rein et avant ça, de voir où se trouvent les reins. Parce qu'un Français sur 3 ne sait pas où se trouvent les reins. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si avant cette émission, vous saviez où se trouvent les reins. Voilà, ils se trouvent ici, au niveau du ventre, derrière, pratiquement au niveau des du fosses dos. lombaires, c'est Voilà. à l'arrière, où on peut effectivement, normalement, on ne palpe pas facilement nos reins, mais ça se situe à ce niveau-là. Alors ces reins, ils font pas mal, normalement, sauf qu'on a des calculs. Et là, on en a parlé dans d'autres émissions. Les calculs, c'est des cailloux dans les reins. Donc c'est un autre sujet. Là, on va vous parler des reins qu'on ne sent pas, mais qui peuvent s'abîmer avec ces anti-inflammatoires. Rappelons les principales fonctions des reins. On peut les résumer en 3 grandes catégories. Premièrement, le rein, ça épure le sang, ça détoxifie. Deuxièmement, ça régule l'équilibre en sels minéraux, en eau et puis acido-basique. Il faut que le pH dans le sang soit ni trop acide ni trop basique. Et puis ça produit aussi des protéines d'ailleurs. Tout à fait, donc des protéines très très importantes pour la régulation normalement de la synthèse notamment de l'hémoglobine, des globules rouges, c'est l'érythropoïétine. Et le rôle principal, schématiquement, c'est quand même l'élimination des déchets de l'organisme. Et donc c'est des organes vitaux. À partir du moment où il y a une dysfonction rénale, qui peut être aiguë ou chronique, on va de manière moins importante, éliminer les déchets et donc accumuler des déchets dans notre organisme qui peuvent être délétères. Donc ces reins, on l'a dit, ils sont situés près du dos, derrière, et puis ils fabriquent de l'urine qui descend par les uretères, tout à fait, dans la vessie, et puis qui sont évacués par les voies naturelles. Alors comment ces anti-inflammatoires, ibuprofène, kétoprofène, diclofénac en particulier, peuvent abîmer nos reins? Alors le mécanisme, il est assez bien compris. En fait, ces molécules vont inhiber la synthèse de molécules qui jouent un rôle très très important pour le tonus des vaisseaux. C'est-à-dire que quand vous allez prendre de manière aiguë ou sur le long terme des anti-inflammatoires, vous allez inhiber la synthèse de molécules qu'on appelle les prostaglandines. Et donc vous allez provoquer, si on se souvient... On va regarder l'image justement, venez avec moi, on va regarder de nouveau cette image pour voir l'effet sur les vaisseaux sanguins. Tout à fait. Donc vous voyez ici l'artère rénale qui a un calibre normal. Il faut imaginer, lorsque vous prenez des anti-inflammatoires, que la vascularisation rénale, le sang qui arrive au niveau des reins, il va être moins important. Et donc nous allons avoir une vasoconstriction, ce qu'on appelle donc une diminution du tonus et du vaisseau, du diamètre du vaisseau. Donc le calibre, c'est ça, du vaisseau diminue, le sang ne peut pas arriver, le rein va donc ce qu'on appelle la débit de filtration glomérulaire, effectivement, ça peut donner ce qu'on appelle une insuffisance rénale qui est aiguë, un dysfonctionnement transitoire de la fonction rénale. Alors on va qui va se manifester par des analyses biologiques. On va voir ce que ça va entraîner en termes de symptômes, mais avant cela, dites-nous, est-ce qu'on peut avoir un événement aigu comme ça, brutal, avec une dysfonction, une insuffisance rénale aiguë, avec quelques comprimés de ces médicaments ?
Alors avant tout, j'aimerais quand même dire que ces médicaments, c'est des médicaments puissants qui ont quand même un rôle bénéfique puisque ça permet de soulager certaines douleurs, des douleurs aiguës, notamment inflammatoires, et je pense notamment au rhumatisme inflammatoire. C'est largement prescrit par de nombreux collègues. Après, effectivement, il faut aussi insister sur la surveillance, c'est-à-dire on peut faire des cures relativement courtes de ces médicaments, mais à partir du moment où on les prend à répétition, ce que je viens de vous expliquer avec le problème du tonus vasculaire et de la diminution du diamètre des vaisseaux, va être plus flagrante et effectivement il peut y avoir des répétitions de ces accidents aigus qui peuvent in fine à terme entraîner une maladie rénale plus importante. Donc ce que vous nous dites, c'est que le principal risque, c'est pas tellement aigu, sauf dans certains cas, on va y revenir. Tout à fait. On va y revenir, mais c'est plutôt l'effet chronique. Regardez ce témoignage qu'on trouve sur Internet d'une personne qui nous dit ibuprofène 800 3 fois par jour, donc j'imagine pendant des semaines et des semaines, j'ai maintenant une maladie rénale chronique. Ça, c'est une situation habituelle, fréquente. Alors effectivement, la prise de ces médicaments à long terme peut contribuer à une dysfonction rénale chronique et évoluer vers une maladie rénale chronique plus évoluée. Et il y a quelques cas décrits et effectivement, j'ai eu connaissance de quelques cas et j'ai pris en charge quelques patients, même sur des durées relativement courtes. Donc vraiment, le message, ce n'est pas non plus de faire peur et de dire qu'il faut plus du tout utiliser ces médicaments qui, encore une fois, sont précieux pour soulager les douleurs des patients, mais sous stricte surveillance médicale. Et un des problèmes majeurs de ces médicaments, effectivement, c'est l'automédication, puisque ça peut être en vente libre. Et c'est quand même des bons médicaments antalgiques, ça soulage les douleurs. Donc, effectivement, avec un bon usage de ce médicament, c'est important. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, c'est en vente, c'est sans prescription. Hein, on peut l'avoir sans prescription. En revanche, c'est pas en accès libre. C'est-à-dire que c'est le pharmacien ou le préparateur en pharmacie qui vous le délivre en vérifiant que vous n'avez pas de contre-indication et en vérifiant que vous n'allez pas en consommer des quantités excessives. Parce qu'il y a des personnes qui ont peur d'abîmer leur rein. Regardez ce témoignage d'une personne qui a des douleurs et elle prend ce médicament régulièrement, mais elle dit « je n'ai pas d'autre solution, je n'ai pas d'autre choix ». Alors qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui ont des douleurs et qui les soulagent bien avec ces médicaments anti-inflammatoires? En fait, tout dépend du type de douleur. Il y a effectivement des douleurs inflammatoires chroniques pour lesquelles parfois il y a des alternatives thérapeutiques. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont pas les seuls médicaments qui soulagent la douleur. Je pense à d'autres antalgiques comme le paracétamol, des molécules parfois de ce qu'on appelle un deuxième palier, voire palier 3. Donc ça, le message important, c'est qu'il y ait quand même une surveillance et que ça soit encadré par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste selon la pathologie sous-jacente. Voilà, il y a aussi des traitements de fond pour certains rhumatisme inflammatoire chronique qui permettent de limiter les poussées douloureuses. Donc, sur une courte durée, on peut les utiliser, mais c'est vrai qu'à long terme, en tout cas, ça doit se faire sous une stricte surveillance médicale bien encadrée avec le médecin référent et éventuellement le médecin spécialiste en fonction de la pathologie qui est à l'origine de ces douleurs. C'est très important de rappeler qu'il existe des centres antidouleurs, des médecins de la douleur qui connaissent parfaitement tous les médicaments antalgiques, tous les thérapeutiques non médicamenteuses antalgiques, parce qu'il y en a aussi, on peut aussi réduire la douleur avec des interventions non médicamenteuses, et qui saura vous conseiller pour l'utilisation la plus raisonnable de ces anti-inflammatoires. Vous avez mentionné tout à l'heure des cas où vous avez rencontré des patients qui en quelques jours avaient développé des insuffisances rénales aiguës. C'est notamment le cas de certains sportifs. Tout à fait, c'est largement utilisé dans le domaine du sport, même amateur, mais pour lequel il y a des contraintes physiques importantes. Je pense par exemple au triathlon, au marathon, à l'Ironman. On sait dans certaines études qu'un bon nombre de sportifs, même encore une fois amateurs, utilisent en préparation, en amont de la réalisation de l'Ironman des anti-inflammatoires et éventuellement avant l'épreuve. Alors ce n'est pas tout à fait considéré comme du dopage, mais c'est pour prévenir. Le problème, encore une fois, il n'y a pas que des effets secondaires rénaux, des anti-inflammatoires, mais en tout cas pour ce qui est du rein, on en reparlera, mais c'est une maladie rénale, une dysfonction rénale aiguë. Elle peut passer de manière tout à fait asymptomatique. On n'a pas forcément de symptômes, mais c'est uniquement la prise de sang qui va permettre de la mettre en évidence, cette dysfonction aiguë des reins. Et si on ne fait pas les prises de sang, il peut y avoir des mécanismes et des phénomènes à répétition d'insuffisance rénale aiguë qui, à terme, peuvent évoluer vers une maladie rénale plus évoluée, ce qu'on appelle la maladie rénale chronique. Dans une autre émission, on vous parle justement de la meilleure manière de surveiller votre rein avec certaines
prise de sang, toute simple qu'on fait au laboratoire, mais il y a des choses particulières à doser. Et puis également avec des recueils d'urine, là encore des examens spécialisés. Ça, on en parle ailleurs. Alors, vous le disiez, c'est totalement asymptomatique, cette maladie rénale. Pas totalement. Comment on sait, si je prends des anti-inflammatoires, si je développe une insuffisance rénale aiguë, à quel moment il faut s'alerter? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Effectivement, on peut avoir une insuffisance rénale aiguë qui va être très très rapidement évoluer vers une insuffisance rénale très importante. Dans ces cas-là, les premiers symptômes, ça va être de la rétention d'eau et de sel. On va moins éliminer les déchets de l'organisme, on va conserver de l'eau et du sel. On ne fait pas pipi. Voilà, on se fait beaucoup moins pipi. La diurèse diminue, on peut avoir des œdèmes aux jambes, on peut avoir des difficultés à respirer. Donc ça, c'est un mécanisme très très aigu. Et puis parfois, il y a besoin essentiellement de cette prise de sang qui permet, sur un dosage relativement simple, avec un marqueur qu'on appelle la créatinine, de pouvoir constater qu'il y a un dysfonctionnement aigu de la fonction rénale. Donc la créatinine, on vous en parle donc, dans cette autre émission que je vais mentionner tout à l'heure. Pour terminer, d'abord une petite question. Est-ce que les crèmes anti-inflammatoires sont concernés par tout ce dont on parle depuis le début? Les crèmes qu'on met sur les articulations ou dans le dos, le cou quand on a mal? Alors, effectivement, il peut y avoir un passage dans la circulation de ces crèmes et donc un effet, le même effet sur la synthèse de ces molécules dont je vous parlais tout à l'heure, les prostaglandines. C'est moins évident qu'avec la prise orale de ces médicaments, mais parfois on a constaté, notamment chez des patients qui avaient une insuffisance rénale chronique et qui, pour soigner des poussées d'arthrose, s'appliquaient ces crèmes, des dégradations de fonction rénale. Ça peut arriver. Important de préciser qu'on parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, avec ces mots phen, kétoprophène, diclofénac, ibuprofène. On ne parle pas de la cortisone, qui sont des médicaments en crème où il y a un pourcentage de cortisone. C'est un autre sujet et d'ailleurs on en parle dans une émission. C'est plutôt utilisé en dermatologie quand on a des éruptions cutanées, des problèmes, des rougeurs sur la peau. Alors pour terminer, on va donner quelques conseils très concrets, très pratiques pour celles et ceux qui veulent utiliser à juste titre les anti-inflammatoires sans prendre trop de risques. Alors je dirais effectivement réduire la période d'utilisation, se référer à son médecin traitant si on souhaite des utilisations un petit peu plus prolongées, éviter la prise d'anti-inflammatoires lorsqu'on a un épisode de déshydratation. C'est très très important de bien boire et de bien s'hydrater quand vous prenez ces médicaments parce que l'effet sur la constriction rénale, sur le tonus vasculaire, il est d'autant plus marqué qu'on souffre de déshydratation, qu'on manque d'eau et de sel. Et puis la dernière chose, c'est effectivement réduire sur des espaces relativement courts l'utilisation de ces molécules. Et quand on prend d'autres médicaments, notamment des antihypertenseurs, différentes molécules. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais effectivement, il y a des associations de malfaiteurs entre les AINS et certaines molécules antihypertensives. Voilà, une classe de médicaments qui joue aussi sur le tonus vasculaire, mais sur d'autres vaisseaux. Et l'association des deux molécules est tout à fait délétère pour le rein. Donc, vous l'avez compris, les anti-inflammatoires, c'est très utile, mais ça doit être utilisé avec précaution, avec un bon usage. Ce n'est pas parce que c'est sans ordonnance que ce sont des bonbons. On a parlé du rein, mais dans une autre émission, on vous parle d'autres effets secondaires, d'autres risques liés à ces anti-inflammatoires qui justifient vraiment de les prendre en respectant un certain nombre de conditions. Merci beaucoup Vincent. Merci Boris. Merci à vous de nous avoir suivis. Et juste avant de nous quitter, il y a un petit réflexe à avoir, c'est de vous abonner à Pulse.